Seul, c'était juste impossible. D'après ce qu'on a vécu au niveau de l'hôpital, de toute façon, un des parents reste 100% avec l'enfant. Et sans avoir de famille à côté ou autre, de ne pas pouvoir se déplacer à deux, c'est... Ce qui n'était pas notre cas, du coup, sur Marseille, on n'avait personne sur place. Donc, Oui, l'un sans l'autre, on n'y arrivait pas. C'est-à-dire que c'est un relais entre vous, vraiment? Oui, non, c'était, on avait besoin de toute façon d'avoir... Même pour elle, hein, je veux dire, pour se battre, parce qu'elle a quand même vécu des moments atroces. S'il n'y avait pas ses deux parents, c'était... D'ailleurs, à un moment donné, il a même fallu que sa sœur vienne pour la soutenir. C'est inimaginable ce qu'elle a passé. Donc, si elle n'avait pas ses parents avec elle... je ne sais pas comment ça serait passé. Hein. Une famille, c'est important quoi qu'il arrive. Voilà, la famille, c'est la famille. Exactement, c'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que vous vous êtes dit des fois entre vous il faut tenir, enfin, je veux dire, il y a dû avoir, comme vous dites, des moments atroces, c'est votre mot, hein, des moments où il a fallu laisser des larmes, et si vous n'aviez pas été deux, vous auriez flanché. Oui, non, c'est certain. Alors on a flanché, hein, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il y avait toujours un des deux peut-être qui arrivait à remonter l'autre. Et après notre fille nous a remonté aussi, ce qui est juste dingue. Mais le fait d'être loin de tout le monde, loin de sa sœur, loin du reste de la famille, si on n'avait pas été les deux parents, on n'aurait pas tenu, je pense. Et on a toujours fait en sorte de la mettre dans les meilleures dispositions. Ouais, on a toujours essayé de recréer en fait la famille autour d'elle, où que l'on soit en fait. Quand on était sur Marseille ou sur Paris, on a toujours essayé d'être toujours tous les deux déjà, et quand c'était possible, avec sa sœur aussi. Donc, et je pense que ça l'a aidé aussi à tenir. Hein. Non, mais d'être à minima les deux parents, c'est vrai que c'est obligatoire. C'est juste... alors quand ça arrive aux familles, c'est un choc juste terrible. C'est un tsunami. Et après, il faut se relever parce qu'il faut accompagner l'enfant, parce que le moral aussi est très, très, très important. Et donc d'être complètement arraché de sa vie de tous les jours dans un endroit où on va se battre contre la maladie, contre le reste, si on n'a pas au moins les deux parents pour l'accompagner, c'est pas possible en fait pour l'enfant. Être seul quelque part avec son enfant et se dire on va rentrer être seul le soir ou rentrer dans une chambre d'hôtel et puis devoir évacuer, c'est pas possible. C'est inhumain. C'est ça. Alors en fait, nous, quand ça s'est passé sur Marseille, déjà, il y avait toujours quelqu'un qui restait avec elle dans la chambre, hein, parce qu'on ne pouvait pas la laisser seule. C'était juste impensable, de toute manière. Et on ne pouvait pas la laisser seule, parce qu'elle avait besoin de quelqu'un en continu. Et après, il fallait bien que quelqu'un s'occupe du reste, entre guillemets. C'est tout bête, hein, mais on ne s'en rend pas compte. Mais l'intendance, au final, c'était... Aller chercher à manger. Et l'intendance me fait aussi penser à toute la paperasse administrative. Toute cette lourdeur administrative qui tombe sur les gens à ce moment-là. Nous, un des premiers achats qu'on a fait sur Marseille, puisqu'on est resté du coup quelques semaines, voire quelques mois sur place après là-bas, c'était d'acheter une imprimante, parce qu'on avait tellement de dossiers à imprimer, à envoyer, de documents, que c'était très très lourd. On rajoutait en plus des demandes pour finalement pour le trajet du deuxième accompagnant. C'est ça, on va faire pour avoir de l'aide, pour pouvoir payer les voyages du deuxième accompagnant. Mais c'est vrai que ça devrait être automatique au final. Non, parce qu'autant la demande de prise en charge au départ sur l'enfant et le premier accompagnant est entre guillemets plutôt efficace, il faut dire ce qui est. Et après, pour faire les demandes de second accompagnant, actuellement, la mesure transitoire qui est proposée, il faut faire un dossier, ça passe en commission, on attend des mois, ça fait encore des démarches supplémentaires. Alors nous, on est, entre guillemets, maintenant un petit peu loin des traitements, on est sur juste des visites de contrôle, mais ça reste quand même très lourd. Mais les gens qui sont dans le combat, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Et ne serait-ce que de les alléger sur cette partie-là, c'est super important. Parce que le temps maximum à consacrer à l'enfant est la priorité. Et c'est vrai qu'on est en colère sur cette histoire de décret, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans de ça, on était au repas avec la ministre Buzyn, qui a partagé avec les familles, je pense, des échanges forts. Elle a pleuré avec les familles.
Elle sort de cette réunion où elle nous dit oui, il y aura un décret, vous inquiétez pas, on s'y engage. La préfète de région, à la suite aussi, qui le confirme. Le président Macron qui se déplace en Corse et qui l'annonce haut et fort. C'est inhumain, je trouve, de la part des politiques actuellement où on a tous des doutes sur ce qu'ils nous promettent, sur leurs promesses au final. Et que là, on nous dit maintenant, ah mais non, vous n'avez jamais promis un décret, qu'on joue sur la tristesse des familles, sur la détresse des familles, c'est juste pas supportable en fait. Et moi, je demande qu'une chose, c'est que le président lui-même réponde maintenant, parce qu'il s'est engagé clairement, quoi. Il joue là-dessus. Donc, alors compromettre certaines choses en politique, parfois, bon, qu'on puisse pas le respecter, c'est sûr que ça fait partie du jeu. Mais pas sur ces thématiques-là. C'est juste inadmissible. C'est juste insupportable. Plus qu'un autre, certainement. Non, puis bon, c'est vrai, quand on voit tout le travail qui est fait par les associations qui font un travail de dingue pour aider les familles, sans elles, c'est vrai qu'il y a plein de familles qui n'auraient pas pu combattre comme elles ont combattu, je pense. Et qui, là, voient peut-être un petit espoir d'amélioration et que maintenant, on leur dit non, mais vous vous êtes trompés. C'est pas humain, quoi. C'est pas humain. Et votre fille, quand elle a été diagnostiquée, elle avait quel âge ? 9 ans et demi. 9 ans et demi, c'était le 8 décembre 2015. En Corse, le 8 décembre résonne évidemment de manière un peu étrange. Alors nous, encore plus depuis, bien sûr. Mais c'était l'horreur, quoi. C'était l'horreur. Et même aujourd'hui, ce qu'on disait, quand on part pour un contrôle, faut pas le nier. On a toujours cette appréhension qu'on dise que c'est revenu et on peut pas se rendre à des contrôles seul, c'est pas possible. Si demain quand on fait ces contrôles-là, on est sur Paris, on est suivi à Curie. Si demain on nous dit on repart sur un traitement en bas, je pense que non, je ne me verrais pas rester seule, avoir cette nouvelle-là toute seule. Donc quand on part, on est tout le temps, pour ces contrôles, on est tout le temps tous les deux. Après, il faut savoir que la fin du traitement, on n'était pas ensemble sur la fin du traitement. Parce que notre autre fille reprenait sa scolarité. Donc il a fallu que moi je reste en Corse et que ma femme parte avec la petite pour la fin du traitement sur Paris. Alors là, on était hébergés dans de la famille, donc il y avait quand même quelque part un petit lien, un petit cocon autour, mais c'était terrible. C'était terrible. Le fait de ne pas être ensemble, c'était l'enfer. Alors que c'est vrai que tous les autres moments, on a essayé d'être au maximum à chaque fois sur les déplacements, et c'était obligatoire. Et c'est vrai que même maintenant, sur tous les contrôles, même si on s'éloigne, entre guillemets, pour nous c'est encore hier, il faut qu'on soit tous les deux, quoi. C'est pas possible autrement.